Voilà, bah, écoutez, je vous propose de démarrer le séminaire. Je vais laisser la main à Philippe pour passer les diapos. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Ouais. Tout à fait. Très bien. OK. Donc, bonjour à tous pour la participation à ce séminaire. Donc, on va avoir plusieurs personnes vont introduire le sujet du projet. Puis, le rendu, c'était vraiment se concentrer sur les performances acoustiques des parois en terre-chanvre et puis l'aide au dimensionnement acoustique, hein. Voilà. Mais au départ, on va avoir une introduction de M. Léonardon de l'ADEME, de Samuel Delmas, hein, pour le bureau d'architecte, et Thibaut Valletton pour Bâtisserf. Et ensuite, on ira sur l'acoustique. Voilà, donc je laisse la main à M. Léonardon pour introduire un petit peu le projet. Oui, merci. Bonjour à tous. Merci d'être très nombreux à ce webinaire. Je vais être très court. Ce que je souhaitais juste préciser, c'était que les travaux qui vont vous être présentés dans le cadre de ces webinaires font partie d'un projet en fait qui a été lauréat d'un appel à projet recherche de l'ADEME, APR Bâtiment Responsable, édition 2019. Le projet a commencé en fin 2020 ou en gros à été-automne 2020. C'est un projet quelque part de R&D appliqué, hein, et qui est adossé donc à un projet de construction d'un groupe scolaire d'une école de la ville de Châtenay-Malabry, dans lequel il y avait plusieurs aspects, plusieurs choses qui étaient testées, étudiées, mesurées. Et il y avait des questions de construction, enfin de solutions de façade en béton de chaux, formulées à partir d'agrégats de béton cyclé mis en œuvre par Damage, de acoustique sur les planchers légers stabilisés, hein. Effectivement, les cloisons, les séparatifs intérieurs, hein, réalisés au moyen d'une ossature bois et avec un remplissage en terre allégée, terre chanvre, non stabilisée, avec également la terre crue de provenance locale. Voilà, donc il y a plusieurs choses dans ce projet-là. De manière détaillée, vous seront présentés sur la partie séparatif intérieur. Quelques soucis de connexion, Monsieur Léonardon. Ouais, on vous entend plus. Enfin, moi, je. Oui, Allô? effectivement, non. Oui. Ouais, j'ai un petit problème. Oui, excusez-moi. Donc, ce qui est intéressant, et par le biais de ce webinaire en particulier, c'est le fait de diffuser très, très rapidement et très largement les connaissances qu'on ne fait pas. Alors, j'en suis pas à l'initiative, hein, donc je peux d'autant plus en parler facilement. C'est qu'on on ne fait pas ça souvent, de diffuser, de mettre à porter à connaissance des résultats de travaux de R&D aussi rapidement et aussi massivement grâce à ce webinaire. Et alors, apparemment, il y a un intérêt extrêmement important pour ce sujet-là. Alors, je sais que le sujet de la terre crue, de toute manière, revient en force depuis quelques temps, hein. Donc, on finance un certain nombre de projets sur ce sujet-là, notamment par le biais de France 2030 et l'appel à projet SIC. Mais dans ce webinaire, il était apparemment prévu, il y a 600 inscrits. Bon, pour l'instant, les 600 personnes ne sont pas là, il n'y en a que 243, mais c'est quand même déjà très, très bien. Voilà, c'est tout ce que je souhaitais dire en introduction. Je laisse la parole à mes collègues qui suivent. Merci. Bon séminaire. Merci. Donc, j'enchaîne la suite. Vous souhaitez? Ouais, tu peux y aller, Samuel. Oui. Donc, le projet global, dans son approche, provient d'un marché public, ce qui est important à mettre en avant. Donc, avec la ville de Châtenay-Malabry qui lance un appel à projet pour
avec une ambition dès le départ, dès l'appel d'offres qui fait apparaître une envie de travailler avec la Terre dans sa consultation et qui est prête à faire même des ATEX si besoin dans le cadre de ce groupe scolaire ambitieux qui est mis en place par la ville de Châtenay. Nous avons la chance, donc Agence A+, Samuel Delmas, architecte, de gagner ce projet avec toute une équipe de maîtrise d'œuvre qui est affichée avec les petits logos de chacun. Bâtisseur en bureau d'études structure, AMOS en HQE, Meta en acoustique, LTA économie et VIA en VRD, qui est amené à se développer sur à peu près une grosse année d'études avec le Covid au milieu pour développer ce projet innovant. Donc, dont on peut voir la slide après, le gabarit global. Donc, la particularité, si on change la slide, voilà, il s'agit d'un projet de taille assez importante, puisqu'on a l'ordre de 5000 m² de SDP. Et donc, pour travailler de l'innovation à grande échelle, c'était le sujet de ce programme. Dans le cadre du projet, comme ça a été évoqué, nous avons développé 3 innovations. On va rester peut-être juste sur la slide d'avant encore un petit peu, qui sont les sujets de réemploi, puisque nous sommes arrivés sur une grande ZAC dans un des premiers programmes de la ZAC à sortir, avec des démolitions qui avaient été faites de bâtiments des années 60, et donc des nombreux tas d'agrégats de démolition et de béton concassé sur site présents aux alentours, vraiment très très proches, à quelques dizaines de mètres de la parcelle sur laquelle le groupe scolaire allait se construire. Dans le cadre du concours, nous avons donc proposé de travailler sur le réemploi de ces agrégats pour en constituer la matière première de la coque du bâtiment, ce que Thibaut Vialton de Bâtisseur va expliquer après, et qui est une coque porteuse en béton de réemploi. Ensuite, on a innové aussi sur la partie terre, ce qu'on va expliquer plus longuement sur la partie cloison terre, terre-chambre sur structure bois. Pour tout ce qui est, alors là on peut passer la slide d'après pour le coup, tout ce qui est des cloisons intérieures séparatives entre couloirs et classes de classe. On peut passer, voilà. Donc le plan général du bâtiment, donc c'est groupe scolaire avec gymnase et cuisine centrale. Là vous voyez sur le plan de gauche qui est le rez-de-chaussée bas, la série de classes sur le bâtiment sud qui superpose avec le bâtiment R+1 qui est lui les classes de l'élémentaire. Donc on a 2 sections d'enfants, rez-de-chaussée maternelle, premier étage primaire, chacun avec sa cour associée puisqu'on est dans la pente, et les cloisons terre qui sont le grand couloir central que vous voyez. On le voit encore mieux sur la slide d'après si vous voulez changer. Si on passe à la slide d'après, voilà, ce qui sont les cloisons en rouge qui constituent la présentation plus précise de ce jour. La troisième innovation qui est développée dans le cadre de ce partenariat avec l'ADEME, c'est les mesures prises sur les planchers lestés en bois. Donc, ce sont des planchers bois massifs qui sont utilisés, lestés en sable de réemploi, qui seront aussi présentés tout à l'heure. Et là, ça concerne la majorité des planchers intermédiaires du groupe scolaire. On voit sur le plan on comprend bien sur le plan l'aspect porteur des murs périphériques, donc en béton de réemploi, les cloisons terre en rouge, des systèmes de refend, on va dire, ou de cloisonnement plutôt entre classes, mais uniquement en éléments légers, du type SAD, donc type cloison légère qui viennent faire les séparatifs entre classes. Et on voit dans le projet, dans le plan du projet, qu'il y a aussi une réflexion globale sur le groupe scolaire, sur l'évolution, donc qui fait partie aussi de la démarche environnementale globale du projet, la réversibilité du projet grâce aux mises en place de cloisons SAD, et la réversibilité et l'extension à long terme de l'école grâce à la possibilité d'étendre avec 3 classes supplémentaires sous un préau existant aujourd'hui, et la récupération d'un préau supplémentaire qu'on voit en haut du plan, qui est aujourd'hui un parc de stationnement semi-enterré, avec une capacité d'avoir des murs fusibles au niveau du pointeur pour réouvrir ce parking qui sert à une vingtaine de places de stationnement pour le reconvertir en préau ultérieurement à très long terme si les besoins s'en font sentir. Voilà. Donc l'idée de l'approche environnementale globale sur ce projet développé par l'agence est très large sur les modes constructifs mais aussi sur les usages. Donc on va le voir juste après. Voilà.
je laisse la suite. Je pense que c'est Thibaut qui va continuer de développer la slide. Bonjour à tous, Thibaut Vialton du bureau d'études structure Bâti-Cerf, qui a travaillé dans l'équipe de maîtrise d'œuvre de ce projet-là et au sein du projet Lobby. Donc, comme vous l'a présenté Philippe Léonardon de l'ADEME, vous voyez les 3 thématiques principales de recherche qui ont été subventionnées par l'ADEME, le béton damé, le terre-chanvre et le lestage de plancher. Vous voyez en bas les logos des différents partenaires qui sont nombreux sur ce projet avec plusieurs thématiques. Et puis en couleur, un petit peu le détail des sujets et des travaux qui ont été subventionnés dans le cadre de ce financement ADEME. On a profité de ce webinaire du coup vu qu'il y avait un certain intérêt sur ces thématiques pour vous partager un lien pour ceux qui souhaiteraient être informés des publications et événements futurs de partage et diffusion des résultats. Vous le retrouverez, je crois, à la fin du PowerPoint qui sera partagé également. Sur la slide suivante, on illustre donc la technique du béton damé pour rentrer un peu plus en détail. Sur les images en haut à droite, vous avez un aperçu de la mise en œuvre. Et sur les autres images, le résultat final obtenu sur les façades en béton damé du projet. Donc ce matin, ce n'est pas la thématique du webinaire, donc on ne fait qu'évoquer ces autres sujets de recherche. Et comme l'a été déjà évoqué, on a travaillé ici sur la ressource locale qu'on avait à l'échelle de notre parcelle, qui étaient les agrégats de démolition. Donc les bâtiments préexistants sur la parcelle ont été démolis et concassés par la ZAC. Et à partir de ces agrégats de recyclage, on a confectionné les bétons damés qui sont mis en œuvre un peu de la même manière que du pisé, mais avec non pas un liant argileux, il n'y a pas d'argile dans notre composition, on a bien un liant hydraulique comme un béton classique, soit de la chaux, soit du ciment. Et sur cette slide-là, vous voyez un aperçu des différents éprouvettes, essais à la compression, prototypage de murs et essais d'arrachement qui ont été réalisés dans le cadre de cette campagne. L'autre thématique qu'on voit sur la slide suivante, ce sont les lestages de plancher bois. Donc, les planchers bois sont très vertueux d'un point de vue environnemental, mais ils ont un défaut par leur légèreté en termes d'acoustique et on est souvent amené à faire des chapes béton par-dessus, ce qui amoindrit un petit peu les performances environnementales. Et donc, on a travaillé sur toujours cette thématique de réemploi des agrégats de site avec la fraction la plus fine de notre granulat recyclé, avec le sable recyclé, pour faire des lestages sur les planchers bois pour amener de la masse et de la performance acoustique et une correction en termes de vibration des planchers. Donc, on a fait des planchers secs avec une sous-couche de lestage en sable qui ensuite a été surmontée par des plaques de Fermacell qui accueillent un plancher chauffant et la finition sur l'image en bas à droite avec un plancher bois, un parquet bois debout. Dans le cadre du projet ADEME, sur la slide suivante, l'acousticien de l'équipe de maîtrise d'œuvre, Clément Guérini de Méta-Acoustique, a piloté des essais acoustiques qui ont été réalisés au CSTB, subventionnés par l'ADEME, et qui se sont attachés à qualifier les performances acoustiques de ces planchers bois strate par strate, en partant avec un premier essai acoustique sur les planchers bois seuls, puis avec le lestage, puis compléter des plaques de Fermacell et avec le revêtement final, avec la caractérisation des performances d'isolement acoustique, d'isolement au bruit d'impact, mais également de coefficient d'amortissement pour tous les sujets vibratiles et de fréquences propres. Et je repasse la main pour évoquer les cloisons terre-chanvre du projet. Oui, tout à fait. Et donc, cette troisième partie du projet qui va être développée plus en détail par la suite, là, on voit simplement quelques images, quelques photos de la mise en œuvre qui constitue, ici dans le projet, on a souhaité englober des poteaux porteurs en bois, puisque le principe constructif, comme on l'a vu sur le schéma au départ, c'est un mur porteur périphérique en béton damé, et ensuite uniquement une structure bois primaire, poteau, plancher porteur en bois. Et donc, l'idée a été, on le voit, de fabriquer des cloisons très épaisses qui englobent des poteaux qui font à peu près 30 par 30 en bois massif. Et donc, on a des parois qui font 32 cm d'épaisseur aujourd'hui dans ce projet-là. On voit sur la première photo de gauche, les poteaux primaires et l'ossuature secondaire
servant de petite structure secondaire à la cloison terre qui va être ensuite enrobée dans cette ossature par des systèmes de joncs qui font ce support à la projection. La photo de droite en haut, on voit la projection en cours qui se fait simplement par gravité à l'intérieur de cette petite banche qui reste en place. Et ensuite, sur la partie basse, on voit les photos qui ont défilé au tout début du webinaire pendant qu'on attendait que ça démarre, les réalisations finies des différents espaces, notamment les circulations principales, qui reçoivent une grande présence de la Terre, mais aussi côté classe, on retrouve cette cloison terre recto-verso sur les séparatifs couloir, salle de classe. Donc avec les contraintes feu qui vont avec, je crois que c'est la slide peut-être d'après, c'est ça, puisqu'on a un affaiblissement acoustique détaillé, mais aussi des performances feu à obtenir sur ces cloisons terre séparatives entre deux espaces dans ce type de RP. Donc on a une performance feu qui sera plus détaillée par Arthur tout à l'heure, mais qui a été au-delà même de la performance, étant donné qu'on a une cloison qui est plus épaisse, mais on a une performance feu qui est très vite atteinte grâce aux enduits terre qui ont été réalisés sur les cloisons terre-chambre. Si on passe à la slide d'après, je pense que c'est Arthur qui va prendre la main, je pense. Ouais, c'est ça. Et donc, avant de passer la main à Arthur, juste deux petites informations. Comme le disait Thibaut Vialton de Bâti-Cerf, il y aura des publications à suivre, et notamment dans le cadre du financement ADEME, une publication d'un ouvrage retranscrivant l'ensemble des innovations du projet qui devrait être publié et diffusé au printemps prochain, avec des résultats de données d'entrée, comme c'est le cas aujourd'hui pour la partie acoustique des cloisons, mais aussi pour les parties de béton damé et de plancher lesté, qui seront du coup rendus, on va dire, publics à travers cette publication encadrée par l'agence. Et au niveau des financements, on le verra un peu tout à l'heure, mais sur la partie de tous les tests acoustiques qui ont été faits, il y a l'ADEME et la ville de Châtellerault-Malabry qui ont financé ces différents tests. Et puis les contributeurs nombreux qui ont passé beaucoup de temps aussi. Je remercie du coup Arthur, que je n'ai pas cité tout à l'heure dans les partenaires, mais qui est venu en complément de l'équipe de maîtrise d'œuvre dès le début des études pour la réflexion sur ces cloisons de terre avec Ecopertica à l'époque, et qui aujourd'hui a pris le nom de la société Matello, et qui du coup fera la suite de la présentation. Et enfin, une dernière petite chose, je tenais à remercier l'équipe qui a travaillé sur le projet au sein de l'agence, qui sont Marlene Thévenet et Martin Journeau, notamment sur la conception, et Solène Mondoloni, et ensuite en chantier, Solène plus Nuno Florencio, qui ont suivi le chantier vraiment au quotidien pour garantir les résultats qui vous seront présentés aujourd'hui. Bon visionnage à tous. Merci Samuel. Du coup, donc on va embrayer sur la partie plus acoustique pour les cloisons en terre-chambre. Donc moi je suis Arthur Éloin de Ménibus. Mon entreprise s'appelle Matello. Je suis basé à côté de Rennes. Et mon activité principale, c'est de faire des chantiers de terre-chanvre projetés et aussi de former des maçons principalement. Parfois, il y a des architectes et bureaux d'études, mais principalement, ce sont des maçons que je forme sur chantier à ces techniques-là. Et je participe ponctuellement à des projets de recherche quand le but est d'obtenir des caractérisations supplémentaires sur ces matériaux qui nous aident à pouvoir sortir des chantiers. Voilà, donc ça peut toucher de l'acoustique, du feu, de la thermique. Et là, en l'occurrence, aujourd'hui, ce sera sur des questions acoustiques. Ensuite, il y aura d'autres intervenants. Si tu peux passer, Philippe. Alors, Philippe, je te laisse. Alors, bonjour à tous. Philippe Blais, donc, je suis chercheur en acoustique des matériaux, donc plutôt matériaux biosourcés et géosourcés. Je travaille au CEREMA à Strasbourg dans une unité mixte de recherche qui s'appelle l'UMRAE, donc tout ce qui touche à l'acoustique environnementale, et qui est sous la tutelle du CEREMA, mais aussi de l'Université Gustave Eiffel. Et je laisse la parole à mes collègues du CSTB. Pour finir. Oui, bonjour à tous. Donc, Thibaut Blinet, ingénieur acousticien au laboratoire d'essai du CSTB. Donc, dans ce projet, moi, je suis intervenu sur la caractérisation mécanique des matériaux, l'aide aux essais, donc au laboratoire d'essai, et aux modélisations qui ont suivi. Bonjour, Catherine Guigou, donc du CSTB. Écoutez, moi, je n'ai pas fait grand-chose dans ce projet. J'ai fait l'intermédiaire avec l'ADEME. Voilà, et voilà, j'ai organisé les essais avec Thibaut, les modélisations, etc.
et je laisse la parole à Arthur qui va commencer donc la présentation vraiment centrée sur les cloisons, terre-chanvre et l'acoustique. Ouais, juste pour vous dire que Catherine a fait un peu plus que ce qu'elle vient d'annoncer en réalité pour qu'on arrive au résultat qu'on a aujourd'hui. Alors le terre-chanvre, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est juste de la terre crue avec de la chènevotte, donc des petits copeaux issus du chanvre, et il n'y a rien d'autre. Hein, il n'y a pas de liant supplémentaire. Pour faire une comparaison par rapport au chaux chanvre, hein, on a de la chaux et du chanvre. Si on fait du chaux chanvre, bah, nous c'est terre chanvre. Et ce mélange peut être mis en œuvre sur chantier de différentes manières. C'est ce qu'on va voir sur la diapo suivante. Tu peux passer, Philippe. Voilà, donc le terre-chanvre est une technique qui est dérivée du torchis, hein, qui est une maison à pans de bois. On a un remplissage qui est traditionnellement du terre-foin. Et en fait, dans l'entre-deux-guerres en Allemagne, il y a eu des développements en ajoutant de plus en plus de fibres pour essayer d'alléger le mélange, d'incorporer de l'air et donc de lui conférer une certaine capacité isolante. On peut utiliser différentes fibres ou granulats dans ce mélange-là. Aujourd'hui, on va vous parler du terre-chanvre, mais on peut aussi faire du terre-paille, du terre-roseau, du terre-lin, du terre ce qu'on veut. Et pour le terre-chanvre, donc on a 3 méthodes de mise en œuvre sur chantier qui peuvent être utilisées par les professionnels. On a le premier en haut, c'est la correction thermique. Donc là, on est sur un enduit appliqué à la main, qui est un enduit plutôt, alors très fibré pour un enduit, mais ça reste quelque chose d'assez lourd. Donc on n'est pas sur un matériau qui a des fortes propriétés d'isolation thermique. Ça fait un mur coupe-froid, entre guillemets. Donc ça fait de l'amélioration du confort d'un espace, mais c'est pas proprement parler un isolant. Si on veut alléger encore la masse volumique pour améliorer le lambda, la conductivité thermique, on peut travailler par banchage. C'est une image que vous voyez au milieu. Là, c'est une mise en œuvre manuelle derrière une banche. Alors, c'est une technique très écologique. On a uniquement besoin d'une bétonnière, globalement, ou d'un mélangeur. Simplement, c'est assez long à la mise en œuvre, notamment dès que c'est difficile d'accès, hein, dès qu'on est en haut du mur, dès qu'on est sur l'échafaudage, là, ça devient tout à fait l'horreur. Et voilà, comme la matière peut être plus ou moins compactée, le séchage peut être un petit peu long sur ces parois-là, donc il ne faut pas forcément chercher à avoir des parois trop épaisses. Bon, en tout cas, il faut bien faire attention à la météo, au climat et à la saisonnalité à laquelle on fait le chantier. La dernière technique, c'est par projection mécanisée, c'est ce que vous voyez en dessous. C'est ce qu'on voit ici sur cette image-là. Donc là, la projection mécanisée, le mélange est mis en œuvre avec des projeteuses qui sont les mêmes projeteuses qui peuvent être utilisées pour faire du chaux chanvre. La photo que vous voyez, c'est une isolation par l'intérieur d'une maison en bauge. On voit très bien un soubassement pierre en dessous et puis ensuite le mur en terre porteuse. Et on isole cette maison par l'intérieur. L'avantage de la projection, c'est que ça permet d'aller plus vite sur chantier et le mélange est plus aéré et sèche globalement plus vite. Voilà, c'est principalement ça les deux avantages de cette technique-là et ça permet de faire du chantier clé en main, voilà, en travaillant un peu les prix pour réussir à rendre les choses faisables. On peut passer la diapo. Vous voyez ici donc l'image du premier chantier public qui a été fait par Ecopertica, donc l'entreprise où je travaillais précédemment en Normandie. C'est un mur de correction phonique dans une salle des fêtes. Le mur du fond, là, que vous voyez, en fait, est intégralement fait de terre chanvre. Simplement, une plaque de plâtre a été rajoutée en partie basse parce que c'est une salle des fêtes et que le but, c'est de faire la fête. Donc, c'était pour des questions de durabilité, pour protéger le terre chanvre. Mais par contre, en partie haute, le terre chanvre a été laissé nu, sans enduit, pour faire un absorbant phonique. Ceci pour introduire un peu le sujet de l'acoustique, pour dire qu'on parle souvent de thermique, et c'est vrai que la thermique, c'est un vrai sujet, notamment pour les économies d'énergie, mais l'acoustique est aussi un sujet important, et nous, on a constaté que notre premier chantier public a été un chantier pour des questions d'absorption acoustique, et le chantier La Vallée, là, qui vous a été présenté par Samuel Delmas tout à l'heure, on a travaillé un autre sujet de l'acoustique, qui est l'affaiblissement acoustique, c'est-à-dire de combien on entend les personnes, enfin, de combien on entend ses voisins de l'autre côté du mur. Alors, les résultats qu'on va vous montrer aujourd'hui, en fait, ils viennent de plusieurs projets de recherche. Finalement, on a progressivement progressé dans la connaissance. Le point de départ, je dirais que c'est la thèse de Philippe Gley à l'ENTPE sur le chaux chanvre. Ensuite, le projet Ecoterra, qui lui portait sur le terre chanvre, projeté ou banché, qui a été porté par Ecopertica, le CEREMA et le NTPE pour la partie acoustique. Il y avait d'autres partenaires sur d'autres aspects. Ensuite, il y a une convention qui a été faite par la DHUP avec le CSTB et le CEREMA, donc Catherine Guéhou-Carter, Thibault Blinet et Philippe Gley, pour travailler sur la caractérisation de différentes parois en biosourcé et notamment une paroi en chaux chanvre banché. Et puis on se retrouve aujourd'hui donc avec le projet Lobby, hein, qui traite du terre chanvre projeté. Mais vous verrez qu'en fait, on agglomère les connaissances qu'on a acquis au cours de ces différents projets pour à la fin vous sortir des résultats qui sont valables donc sur du terre chanvre projeté ou banché, mais également sur du chaux chanvre projeté ou banché. Tu peux passer, Philippe.
Ouais, je suis désolé, il y a un peu de latence sur le passage des diapositives. Ok. Bah, Alors, écoute, je te passe la main. donc pour enchaîner sur ce projet autour du terre-chambre et dans le cadre plus général du projet Lobby, donc ce projet s'est articulé autour de 5 étapes principales qui sont étalées, comme vous le voyez sur la diapositive, entre globalement mai 2023 et l'été 2024. Et c'est suivant cette chronologie qu'on a décidé d'organiser notre présentation aujourd'hui, avec 5 étapes fondamentales. Donc, commencer par la mise en œuvre des 2 parois de référence en terre-chambre en laboratoire. Puis après, donc, une phase de caractérisation expérimentale, à la fois au niveau des échelles matériaux, puis à l'échelle de la paroi, qui nous a permis après de confronter en fait ces données de terrain à des données plus théoriques, des simulations, pour être en mesure d'extrapoler à d'autres configurations qu'on va voir par la suite dans le déroulé de la présentation. Et ce qui nous a permis, in fine, de produire des ABAC qui sont vraiment dédiés en fait aux usagers, aux acteurs de terrain, mais aussi architectes, bureaux d'études sur ce sujet-là. Donc, on va passer par un petit peu de technique au début de la présentation, mais attendez bien à la conclusion, puisque là, vraiment l'idée, c'est que tout le monde puisse s'approprier les résultats avec des outils qui soient le plus facile et adapté possible. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et attaquer la première phase de réalisation des parois, on s'est dit que quelques petits rappels d'acoustique seraient bienvenus pour certains d'entre vous qui ne sont pas forcément familiers avec ces notions-là. Alors, on parle d'acoustique du bâtiment. Euh, Pourquoi? Parce que souvent, malheureusement, elle est négligée par rapport à d'autres comportements comme la thermique, la mécanique. On peut parler aussi de comportement au feu, ce qui sont à juste titre des choses très importantes. Mais l'acoustique ne doit pas être négligée pour autant, puisque ça reste un facteur très important pour assurer le confort des habitants, avec donc une majorité de Français concernés, si on raisonne à l'échelle de notre territoire. Ce qui fait de l'acoustique un critère de choix des logements, voire quand ça se passe mal, un facteur de gêne, même un facteur de déménagement et de litige. Donc juste un chiffre à ce titre, c'est que le coût social a pu être évalué par une étude de l'ADEME en 2021 et que le chiffre est assez impressionnant puisqu'on atteint les 147 milliards d'euros par an sur la France. Alors l'acoustique du bâtiment, qu'est-ce que c'est plus concrètement? Donc il faut savoir qu'on retient généralement 2 grandes propriétés. Les propriétés d'absorption acoustique, si vous regardez plutôt la partie gauche de l'écran, où là, en fait, l'idée est vraiment de contrôler la partie réfléchie d'un son dans une même pièce où sont placés le récepteur et la source de bruit. L'exemple du petit trompettiste ici. Et l'autre propriété concerne vraiment ce qu'on appelle l'isolation acoustique, où là, l'idée est de minimiser la partie transmise en fait du bruit à travers une paroi qui va traverser d'une pièce à une autre qui seront adjacentes. On voit en fait pour ces 2 problématiques qu'on a aussi 2 technologies vraiment différentes qui vont être mises en œuvre. D'une part, plutôt de la porosité, donc on parle de matériaux poreux dès lors qu'ils contiennent pas mal d'espace vide en leur sein. Des technologies de voile tendu ou des géométries de surface un peu particulières qui vont pouvoir diffuser plus ou moins le bruit. Et à côté, donc, on a pour l'isolation plutôt des technologies de raideur, de masse, avec le fameux masse ressort masse que vous voyez ici illustré sous ce petit schéma en bas à droite. Alors, 2 comportements, 2 indicateurs, en tout cas 2 familles d'indicateurs associés pour l'absorption et l'isolation. Donc, dans le cadre de cette présentation, nous, on va essentiellement se focaliser sur les échelles matériaux dans un premier temps, puis parois. Donc, c'est le carré que vous voyez sur la partie haute de la diapositive, avec un coefficient d'absorption pour tout ce qui traite de l'absorption acoustique. Donc, c'est ce fameux alpha qui va varier entre 0 et 1, ou 0 et 100%. Donc 0 pour un matériau qui sera complètement réfléchissant et 1 pour un matériau qui sera complètement absorbant par rapport aux ondes acoustiques. Et à côté, donc, ce qu'on appelle l'indice d'affaiblissement, donc l'indice R, qui lui s'exprime en décibels, et qui va être de plus en plus important à mesure que le matériau sera efficace pour couper le bruit. Donc entre 0 décibels et typiquement jusqu'à 50, 60, voire plus pour des parois les plus performantes. Il faut savoir que si vous raisonnez plutôt à l'échelle du bâtiment, donc ce qui est grisé en bas sur la diapositive, vous ne retrouverez pas forcément ces indicateurs-là, puisqu'en fait, les contributions des autres parois qui sont en jeu dans une pièce donnée vont également contribuer, donc soit via le temps de réverbération pour ce qui est des questions d'absorption acoustique, soit
via l'isolement acoustique, où là, en fait, on intègre aussi d'autres problématiques comme les transmissions latérales, qu'on ne va pas évoquer aujourd'hui. Alors, je repasse la parole à Arthur pour maintenant vraiment rentrer dans la première phase du projet, qui était la fabrication des parts. Alors, du coup, on a eu l'opportunité, donc là, avec ce projet, ce que ça nous a permis, c'est de fabriquer des maquettes au CSTB, au laboratoire de Marne-la-Vallée, en région parisienne. Donc, ce sont des maquettes, on va dire, échelle réelle de parois. Vous voyez qu'on a sur la photo en bas à gauche un cadre béton qui nous est fourni par le laboratoire. Alors, j'ai plus les dimensions exactes en tête, mais pour vous donner un ordre de grandeur, ça fait à peu près 4 mètres de long par 2,50 m de haut. Ou même, oui, c'est ça. On bâtit la cloison dans le cadre en béton, puis après, ce cadre en béton est déplacé et amené devant la chambre de mesure. Donc, on a bâti 2 cloisons différentes, qui sont les types de cloisons qui ont pu être mis en œuvre sur le projet Châtenay-Malabry, mais ici, on a cherché à réduire au maximum l'épaisseur des cloisons. Donc, la première cloison que je vous présente ici, vous voyez la photo en bas à gauche, donc c'est une ossature bois en track 60, avec du côté où on projettera, le côté où il y a les lattes, là, on a un lattis avec un espacement de 25 cm entre chaque latte. On va projeter de ce côté-là contre un pare-poussière. On aurait pu mettre un pare-pluie, hein, la bâche noire que vous voyez dans le fond. Simplement, c'est notre fond de projection. Il nous faut quelque chose contre lequel on puisse projeter. Alors, donc, on va projeter du côté des lattes et on va noyer les lattes. À la fin, on verra qu'un mur de terre chanvre qui sera ensuite enduit avec un enduit à la terre. C'est ce que vous voyez sur le schéma à droite. L'enduit terre étant représenté en rouge sur le schéma. De l'autre côté de la paroi, c'est ce qu'on voit la photo en haut à gauche. Il y a un contre-lattage horizontal qui est placé avec des lattes en 22 par 45, en track 50. Et ça, c'est les préconisations techniques de Fermacell. Cette latte de 22, ça va ménager un vide technique derrière la plaque de Fermacell. Et l'avantage, c'est que ça va nous permettre de passer derrière tous les réseaux. Voilà, donc là, on est sur une paroi, enduit terre d'un côté, terre chanvre et Fermacell de l'autre. Et on voit que l'épaisseur totale de cloison atteint à peu près 15 cm. Là, tu peux passer, Philippe. Voilà, donc la deuxième paroi, qui elle est une version, on va dire, où on a poussé le côté low-tech au maximum. Toujours même structure bois, hein. On est sur une Entrax 60 avec du côté de la projection un lattis qui se passait de tous les 25 cm. Et là, par contre, notre fond de projection, ça va être une canisse. Donc là, en l'occurrence, c'était une canisse de bambou. On aurait pu, c'est une canisse de roseau aussi. On projette contre la canisse. On va enrober le lattis en bois et ensuite on aura un enduit terre de chaque côté. Donc là, ça fait enduit terre chanvre, enduit terre. Et vous voyez que l'épaisseur totale de cloison atteint à peu près 12 cm. Donc on est un poil plus fin que la cloison, que la première cloison. Alors, vous voyez sur la photo de gauche les 2 parois qui ont été fabriquées dans les cadres en béton avec le terre chanvre. Je vous ai dit qu'on avait recouvert les lattes de bois, donc à la fin, en fait, on ne voit plus de lattes. Et ça, c'est indispensable pour éviter les problèmes de fissuration sur les enduits. On a ensuite appliqué les enduits terre sur ces parois et posé les plaques de Fermacell de l'autre côté. C'est bon, tu peux passer, Philippe. Voilà, je te redonne la main. Merci Arthur. Donc, après cette phase de réalisation des parois, pendant laquelle on a aussi en fait fabriqué des matériaux témoins à plus petite échelle, on a pu passer donc justement à la phase de caractérisation, donc à ces échelles respectives. Alors, pour ce qui concerne l'échelle des matériaux, on a pu aborder à la fois en parallèle les questions d'absorption et de transmission que j'ai évoquées tout à l'heure. Et par contre, pour l'échelle des parois, en fait, on a vraiment focalisé l'étude sur l'affaiblissement. Donc là, vous avez justement quelques petites photos, hein, donc typiquement à droite, des échantillons qui ont pu être testés à l'échelle des matériaux. Donc c'est des cylindres hein, qui, on ne voit pas très bien là, mais font 10 cm de diamètre et 4 cm d'épaisseur, donc qui sont assez homogènes au niveau de ce volume, et qui ont pu être testés donc, avec différents dispositifs. Donc là, la première idée des caracs matériaux, c'est de regarder quelles sont les performances acoustiques. Donc j'ai parlé d'absorption, de transmission. Pour ce faire, on utilise ce qu'on appelle un tube de Kunz. C'est ce qui est représenté sur la photo en bas à droite, où vous avez typiquement donc, une source de bruit, c'est un haut-parleur sur le haut du dispositif, comme un tuyau hein, qui va guider votre onde, générer ce qu'on appelle des ondes planes. Et à la fin du tube, donc votre matériau qui est là, donc le terre chanvre,
avec une étanchéité, donc pour assurer qu'on n'a vraiment que l'effet du terre-chambre qui va être observé. En parallèle de ces mesures donc, acoustiques à l'échelle matériaux, on a pu aussi à l'échelle matériaux caractériser tout ce qui est les paramètres de ces matériaux. Et là, donc, il faut savoir qu'ils sont de deux ordres différents. Donc, on a d'un côté ce qu'on appelle les paramètres de la phase fluide. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est typiquement le taux de vide, ce qu'on appelle la porosité du matériau. Sa faculté à laisser passer ou non un flux d'air, ce qui va avoir un impact assez important en acoustique, donc la résistivité. Et d'autres paramètres un peu plus compliqués, on ne vous demande pas de les retenir, mais c'est juste savoir qu'ils existent et qui décrivent en fait la microstructure du matériau. Il y a enfin d'autres paramètres qui sont plus en fait liés à la phase solide du matériau. Donc c'est typiquement tout ce qui va être lié à l'élasticité, voire même la densité, qui n'est pas citée ici, des matériaux. L'idée étant de pouvoir après utiliser ces paramètres pour les rentrer dans des modèles qui vous seront détaillés donc, pour les différentes échelles par la suite. Alors, avant de rentrer dans ces questions de modélisation et d'échelle de la paroi, donc déjà, quels sont les résultats à l'échelle du matériau? Donc là, on vous présente seulement pour le terre-chambre, mais il faut savoir qu'on a aussi des mesures qui ont été faites pour typiquement le pare-poussière, les enduits qui ont été associés à ces matériaux-là. Donc là, dans un premier temps, vous voyez donc sur le haut de la diapositive les résultats qu'on a pu obtenir à cette échelle du matériau, avec sur la partie de gauche la courbe d'absorption en fonction de la fréquence, et sur la partie de droite, la courbe du coup d'affaiblissement acoustique en fonction de la fréquence. Donc cette plage de fréquence est liée à la taille des échantillons et au tube utilisé, donc entre à peu près 100 Hz et 2000 Hz. Et on a déjà un certain nombre de résultats intéressants à cette échelle. Donc là, vous avez les deux échantillons qui correspondent grosso modo aux deux parois qui ont été mises en œuvre, avec deux densités différentes, 150 kg par mètre cube pour la plus légère en verte, et 300 kg par mètre cube pour la plus lourde des deux en rouge. Donc ce qu'on voit, si on regarde plutôt le côté absorption acoustique, c'est qu'on a déjà donc, des matériaux qui vont être assez ouverts et donc assez absorbants acoustiquement. On voit que les pics ici atteignent des niveaux assez intéressants, supérieurs à 80-90%, avec des formes qui sont assez caractéristiques de ce qu'on retrouve par ailleurs. En revanche, si on regarde du côté droit, donc pour l'affaiblissement acoustique, là on voit que les niveaux sont plutôt modérés avec quelques décibels, donc qui montre que le matériau seul n'a pas forcément vocation à atteindre les performances qu'on attend de lui donc pour une utilisation dans le bâtiment. Voilà, ce n'est pas forcément un problème, on verra après, puisque souvent le matériau va être associé à un enduit. Ce qu'on voit aussi, c'est que l'effet de la densité que j'ai évoqué tout à l'heure se marque assez clairement à la fois sur l'affaiblissement, puisqu'on a une augmentation de l'affaiblissement avec la densité du matériau à ce niveau-là, et également donc, un décalage des pics d'absorption qu'on voit. Donc, plus le matériau va être dense, plus le pic va aller vers les basses fréquences. Et c'est d'ailleurs cette information au niveau du pic qui est traduite ici sous forme un peu plus détaillée en fonction de la densité de différents matériaux, avec à la fois le niveau du maximum sur la partie haute de ce deuxième graphique et la fréquence d'apparition du maximum sur la partie basse. Donc là, on ne vous demande pas de comprendre exactement ce qui se passe sur ce graphique, mais c'est simplement l'idée de vous montrer en fait que on a bien deux matériaux qui ont été testés dans cette campagne-là pour le projet Lobby. Mais comme l'a dit Arthur tout à l'heure, en fait, on s'appuie également sur toutes les études qui ont été faites précédemment dans le cadre des recherches sur Ecoterra, entre autres. Et on a pu s'assurer que ces deux échantillons sont bien en fait dans le fuseau de données et ont bien le même comportement que d'autres mélanges terre-chambre. Si on regarde plutôt ce qui se passe pour les points verts, qui correspondent chacun à un matériau donné, ou même le chaud-chambre qui finalement va être assez proche au premier ordre de ce comportement observé. Donc la seule petite chose, c'est qu'on voit effectivement pour le matériau vert, on est vraiment sur la gamme extrême en matériaux de densité, donc une densité assez faible. Et pour finir, donc à cette échelle du matériau, donc parler rapidement de modélisation. Donc, comme c'est le cas dans les autres matériaux de cette famille des bétons végétaux, donc dès lors qu'on mélange des particules végétales à un liant, on se rend compte qu'on a plusieurs problématiques à intégrer. Le fait que le matériau soit à porosité multiple, donc qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on a finalement différentes tailles caractéristiques, soit entre les granulats, soit dans les granulats, voire même dans le liant.
avec des coups de plage possibles qui ne sont pas forcément évidents à intégrer. On a un effet du lion, passer par exemple de la chaux à la terre va avoir aussi un petit effet, pas forcément le plus important, mais il existe. On parle aussi d'anisotropie, puisque le matériau, du fait de la forme des particules, ne va pas répondre de la même façon suivant la direction du onde acoustique. Ce qui fait que si on prend tout, ça fait pas mal de paramètres intégrés. Heureusement pour nous, en fait, on peut quand même simplifier les choses de façon assez raisonnable. Considérer que le matériau est homogène, isotrope, ce qu'on voit sur les graphes de droite, donc que ce soit pour l'absorption acoustique et l'affaiblissement, c'est que les mesures ici représentées en noir et les modèles, donc soit en rouge pour le plus simplifié, soit en vert pour le modèle un peu plus élaboré qui va également prendre en compte le caractère élastique des matériaux. Ce qu'on voit, c'est que ces modèles, même simplifiés, rendent bien compte en fait, du comportement acoustique observé, ce qui nous permet en fait, de bien rendre compte du comportement dans les modélisations et de pouvoir extrapoler à d'autres types de paramètres de matériaux. Donc je m'arrête là pour l'échelle matériaux et je passe la parole à Thibaut pour la suite à l'échelle des parois. Oui, merci Philippe. Donc là, cette fois-ci, on va passer à l'échelle supérieure, donc l'échelle des parois. Donc un rappel rapide de la caractérisation de la paroi en termes d'acoustique. Donc là, on se focalise bien sur l'affaiblissement acoustique de la paroi. Donc en laboratoire, le principe de la mesure, donc c'est en gros de déterminer la part d'énergie acoustique qui va être transmise à travers l'élément testé. Donc cet élément testé, il va être intercalé entre deux salles d'essai, une salle d'émission et une salle de réception. Et le principe ensuite, c'est de déterminer son affaiblissement acoustique qui consiste donc à mesurer le niveau acoustique qu'on aura le côté émission, puis côté réception, après, une fois que l'énergie soit transmise à travers la paroi testée. Et en gros, on le corrige d'un rapport de la surface et de l'aire d'absorption équivalente dans la salle de réception, en gros, qui va caractériser l'ambiance sonore qu'il y a dans cette salle. Cette mesure d'affaiblissement acoustique, donc R, donc, se fait en laboratoire, s'exprime en dB, et on aura une valeur pour chaque fréquence. À la suite de cette mesure, on en détermine donc un indice unique de performance d'affaiblissement acoustique qu'on va appeler RW et accompagné de pondérations C et CTR. Le C étant en gros l'isolement acoustique lié à un bruit intérieur et le CTR un isolement acoustique vis-à-vis du bruit extérieur. Dans cette étude, on vient uniquement s'intéresser donc au RW plus C, donc le bruit vis-à-vis de l'intérieur. Philippe, on peut passer à la slide d'après. Donc juste un petit rappel, Arthur les a présentés tout à l'heure, mais donc il y a eu deux types de parois qui ont été testées au laboratoire. La première paroi, donc c'était support terre-chanvre avec finition d'un côté un enduit et de l'autre côté des plaques. Il y a eu 3 configurations de cette paroi qui a été testée. La première configuration, donc c'est la paroi seule, le support de terre-chanvre seul. Deuxième configuration a été mis sur une des faces des plaques de Fermacell qui ont été fixées donc, sur les tasseaux. Et dernière configuration pour cette paroi, un enduit de 20 mm a été mis donc, sur l'autre face de la paroi. Donc on va regarder rapidement les résultats qu'on a obtenus sur cette paroi, sur ces 3 configurations de paroi. Donc déjà, comme je vous l'ai dit, on vient se concentrer uniquement sur l'isolation vis-à-vis du bruit intérieur, donc ce RW plus C. Donc on peut voir dans un premier temps que la paroi support seule du terre-chanvre de 100 mm donne une performance acoustique de 23 dB, donc qui n'est pas énorme. Par contre, ce qu'il faut noter, c'est que dès qu'on vient l'habiller sur une phase donc, de plaque de Fermacell, on obtient cette fois-ci une performance de 37 dB, donc un gain sur ces performances de 14 dB, donc qui n'est pas négligeable, et encore plus qu'on vient donc mettre en œuvre sur l'autre face un enduit de 20 mm, et là cette fois-ci on passe à un affaiblissement acoustique supérieur ou égal à 50 dB, donc qui n'est pas négligeable. En termes de comportement, donc ce qu'on voit sur la courbe à droite,
Juste pour rapidement ce qu'on voit sur cette courbe, donc en abscisse, on a les fréquences et en ordonnée, on a ce fameux affaiblissement acoustique, donc la performance acoustique en isolation de la paroi. Donc en termes de comportement, on voit bien que la paroi seule, bon, elle est pas très efficace en isolation. On a une courbe aux alentours de 6 dB par octave, mais dès qu'on commence à intégrer les finitions, là, les performances commencent à devenir intéressantes. Donc, en termes de comportement, on voit bien que cette performance augmente avec la fréquence et on va par contre observer dans les hautes fréquences autour du tiers d'octave 3150 Hz un petit décrochage qui va être dû aux plaques de Fermacell qui vont avoir une petite fréquence critique qui va engendrer donc cette petite faiblesse en termes d'affaiblissement acoustique. La deuxième paroi qu'a présenté Arthur, donc cette fois-ci c'est un support terre-chambre avec finition sur les deux faces d'un enduit. Et là, il n'y a eu que 2 configurations de tester, donc la paroi seule et la paroi enduit sur les deux faces d'une épaisseur de 9 mm d'un côté et de 13 mm de l'autre. Donc cette fois-ci, en termes de performance, sur la paroi seule, on voit bien que celle-ci, bon, en termes de performance acoustique, on a un RW plus 7 dB, bon, qui n'est pas énorme, hein, c'est la courbe rouge qui a du mal à grimper. Mais encore une fois, par contre, ce qui est notable, c'est dès qu'on vient donc appliquer un enduit sur les deux faces, on passe de 7 dB à un affaiblissement acoustique supérieur ou égal à 43 dB, donc un gain qui est estimé à plus de 36 dB d'affaiblissement. Slide suivante, s'il te plaît. Donc voilà, pour résumer, en gros, tous ces essais sont intégrés dans un rapport d'essai du CSTB. Donc ce qu'on peut observer déjà, sans finition, effectivement, les parois seules, en termes de performance acoustique, sont pas très élevées, mais c'est surtout dû donc à cette perméabilité à l'air, donc des murs relativement poreux. On a quand même la paroi 1 qui est supérieure à la paroi 2 qui est liée du fait que cette paroi 1 est un peu plus lourde et présente des caractéristiques acoustiques un peu plus intéressantes que la paroi 2. Par contre, avec finition, on a observé que dès qu'on vient donc traiter cette perméabilité à l'air, les performances sont quand même assez importantes pour les deux parois. Sachant qu'on garde quand même cette hiérarchie paroi 2 qui va avoir des performances acoustiques moindres que la paroi 1. Donc suite à ces essais, ce qui a été fait, Philippe, tu peux passer, voilà. Donc suite à ces essais, on a donc modélisé les essais en laboratoire à l'ère d'outils numériques. Donc on a utilisé le logiciel Acousys qui est développé par le CSTB, qui utilise des méthodes de matrice de transfert et qui a quand même ses limites, mais en gros, il permet donc de modéliser tout type de systèmes qui sont passés en laboratoire, mais modélisés sous forme de couches homogènes et des couches parallèles entre elles. Donc pour cela, à l'aide de tous les paramètres qui ont été caractérisés sur les matériaux qu'a présenté Philippe juste avant, donc des paramètres mécaniques et des paramètres acoustiques propres aux matériaux poreux, à partir de ces paramètres et ces caractéristiques qui vont servir de données d'entrée au logiciel, Acousys donc permet d'estimer les performances de systèmes tels que l'affaiblissement acoustique R, les niveaux de bruit de choc, les coefficients d'absorption, etc. Enfin, toutes les performances acoustiques qu'on peut mesurer en laboratoire. Donc la première phase des modélisations consistait donc à retrouver les essais qui ont été réalisés. Donc dans un premier temps, les supports seuls. Donc on peut voir que donc à gauche c'est la paroi 1 et à droite c'est la paroi 2. On peut voir que déjà le support seul, les corrélations calcul-mesure sont relativement satisfaisantes, hein. On retrouve à peu près les mêmes types de comportements, à part en basse fréquence. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais les basses fréquences sont quand même assez compliquées à simuler avec la méthode utilisée. Mais ce qu'on peut voir, c'est que les corrélations sont quand même assez bonnes entre la mesure et le calcul. Concernant ces mêmes supports, donc avec finition, à gauche, on a la paroi 1, donc avec une mise en place des plaques et des enduits.
On voit toujours donc, cette fameuse fréquence critique qui est liée aux plaques de plate en haute fréquence. Et ce qu'on s'est aperçu dans cette simulation, enfin dans ces modélisations, c'est que la prise en compte de l'ossature sur laquelle étaient fixées les plaques avait quand même son importance, même si en termes de performance globale, ça ne change pas beaucoup, mais en termes de comportement, on a pu donc retrouver l'essai en prenant en compte la présence de l'ossature. Dans tous les cas, on a des bonnes corrélations calcul-mesure, aussi bien pour la paroi 1 que pour la paroi 2. Une fois que cette première phase a été réalisée, donc de valider la méthode et l'approche, on a pu, à partir de ces premières modélisations, donc décliner, étendre, extrapoler ces premiers résultats à d'autres configurations. Et pour cela, donc, on est parti sur, on a réalisé une étude de paramétrique dont le but est d'étudier un petit peu l'effet de chaque paramètre, de chaque variation de ces paramètres sur les performances acoustiques des parois. Donc, on a étudié dans un premier temps l'influence du support, donc les différents caractères, tous les différents paramètres qui peuvent être liés au support, donc tels que le type de mélange terre qui est utilisé pour le support, sa densité, son élasticité, son épaisseur. Et on a également fait la même chose pour étudier l'influence du type de finition, donc des plaques et de l'enduit, et des différents paramètres qui pouvaient influencer les performances. Donc, à titre d'exemple, je ne vais pas vous présenter toutes les études paramétriques qui ont été réalisées, mais là, on va se focaliser sur le type de mélange terre-chanvre qui est utilisé dans le support. Là, on a observé donc deux comportements un peu différents. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces courbes, sauf que ces courbes permettent de voir un petit peu le comportement de chaque variation de paramètres par fréquence. Mais nous, ici, on s'est intéressé donc juste à l'indice unique RW plus C. Et on a observé dans un premier cas, donc dans le paroi 1, avec les finitions plaques et enduit, on a observé que les performances de cette paroi étaient meilleures lorsque ce mélange terre-chanvre était plus lourd et avec des paramètres plus raides, contrairement à la paroi 2, où là, cette fois-ci, on a observé on observait une meilleure performance avec un support plus léger et plus souple. Donc, à partir de toutes les études paramétriques qu'on a réalisées à la fois sur le support et sur les finitions, on a estimé des lois relativement simples et on a regardé l'influence, en gros, du support sans et avec finition. Dans le cas du support sans finition, on a observé que donc, la performance acoustique était liée directement à la masse surfacique du support, mais contrairement à des cas un peu plus généraux, le cas de la loi de masse n'est pas applicable dans ce cas-là. Et pourquoi? Parce que les performances acoustiques de ce type de paroi ne vont pas être liées directement aux caractéristiques mécaniques de la paroi, mais plus aux paramètres acoustiques de celle-ci. Et c'est ce qui a été un petit peu observé dans les études précédentes qui ont été réalisées sur ce type de matériaux. Concernant le support avec finition, cette fois-ci, on a observé que l'indice de performance, donc ce RW plus C, était directement lié à un ratio de masse surfacique des enduits par rapport à la masse surfacique du support. Avec la cavité, on a également observé que la performance était liée directement à la masse cumulée de ces finitions. Donc, on en a déduit un certain nombre de lois, aussi bien avec la prise en compte de l'ossature, de la cavité et de la présence ou pas de matériaux isolants dans cette cavité. Et à partir d'un certain nombre de lois qu'on a pu déterminer, on a pu en dégager, créer donc des abacs qui vont pouvoir être utilisés facilement par les acteurs de la construction. Et donc là, je laisse la main à Arthur qui va vous expliquer un peu l'utilisation de ces abacs. Ouais. Donc là, vous voyez les 4 types de cloisons qui sont couvertes dans les abacs. La cloison en haut à gauche, ce qu'on a appelé la cloison simple enduit-enduit, c'est la cloison low-tech que je vous avais présentée au tout début. Donc c'est enduit terre d'un côté, terre chanvre au milieu, il y a une canisse en fond de projection et puis enduit terre de l'autre côté. La cloison qu'on voit en haut à droite,
C'est une cloison qui est la deuxième cloison qu'on vous a présentée dans la présentation. C'est enduit-terre d'un côté, terre-chanvre, et après, on a un contre-lattage avec un vide technique et la plaque de fer Bassel. D'accord? Donc ça, les deux cloisons du haut, c'est celles qu'on a vues dans la présentation. Ensuite, on a traité par modélisation, en fait, deux autres types de cloisons. En bas, à gauche, vous avez un enduit-terre d'un côté, le terre-chanvre, et encore la plaque de fer Bassel de l'autre côté. Par contre, à ce moment-là, il n'y a plus de vide technique. C'est-à-dire qu'en fait, on a mis la plaque de fer Bassel et la projection a été faite contre la plaque de fer Bassel directement. Donc cette plaque, entre guillemets, elle est plus tout à fait libre de vibrer librement comme elle pouvait le faire dans le mode constructif au-dessus. Et la dernière configuration qu'on a envisagée, c'est une cloison double avec ossature dédoublée, avec encore une plaque de fer Bassel et dans le vide technique derrière la plaque de fer Bassel, un isolant fibreux complémentaire. Ça peut être une laine minérale, ça peut être une fibre de bois, etc. Alors, je vais vous montrer les abacs qu'on obtient dans le cas de la cloison simple. Donc là, celui qui est entouré là-haut, là, enduit-terre d'un côté, enduit-terre de l'autre. Alors, on a des abacs de ce type-là. Alors, la couleur, elle est liée à la performance d'affaiblissement. Donc, c'est le RW plus C, vous voyez en bas. Quand on est rouge, on n'est pas très performant. Pour donner un ordre de grandeur, hein, sur des cloisons standards, plaques de plâtre, laine minérale, on va tourner autour d'une quarantaine de dB. On va être un petit peu mieux que 40 dB. Après, on peut faire des cloisons plus compliquées qui vont être meilleures, mais l'entrée de gamme, j'ai envie de dire, voilà, on est dans les 40 dB. Quand on va vers le bleu, on commence à tirer vers des performances de plus en plus importantes. Alors, la masse surfacique cumulée des enduits, c'est ce qu'on a en ordonnée. Alors, masse surfacique cumulée des enduits, c'est-à-dire qu'en gros, je prends la masse volumique que j'ai d'un côté, donc là j'ai un enduit-terre d'un côté, je prends la masse surfacique que j'ai de l'autre côté, je fais la somme des deux, c'est ça la masse surfacique cumulée, et ça va me donner une certaine valeur. Et en ordonnée, on a l'épaisseur de terre-chanvre. Donc, si tu cliques, Philippe, on va prendre le cas, là, d'une cloison de 100 mm d'épaisseur. Donc, 100 mm, pof, je tire une ligne à 100 mm. Et puis ensuite, on a mis des enduits-terre. Et donc, la question, c'est quoi la masse surfacique cumulée des enduits? Donc là, la masse volumique des enduits-terre varie entre 1200 et 1800 km3. En gros, 1800, c'est quand on n'a mis aucune fibre dans l'enduit. Et si on commence à charger en fibre, tout en restant dans les enduits, hein, on reste dans quelque chose qui est enduisable, on va globalement atteindre 1200 km3, on peut même aller encore un peu en deçà. Donc je vais faire un exemple avec un enduit très fibré, donc 1200 km3. J'ai mis un enduit de 15 mm de chaque côté du mur, donc j'ai mis 0,015, ça c'est les 15 mm, fois deux côtés, ça me fait 36 kg par mètre carré. Donc maintenant, je tire une ligne à 36 kg par mètre carré, je tombe, l'intersection entre ces deux courbes me donne une couleur un peu orangée, qui va m'amener vers à peu près, allez, je ne sais pas si tu cliques Philippe, on va voir la réponse, 37 dB. Alors, dans le rapport qui sera accessible après la présentation, il y a aussi des valeurs tabulées avec des chiffres qui permettront d'être plus précis sur la lecture. Mais ces abacs s'utilisent de cette manière-là. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est on peut essayer de s'amuser à dire qu'est-ce qui se passe si je prends un enduit un peu moins fibré. Donc je vais faire des enduits terre un petit peu plus lourds. Donc je garde toujours des enduits de 15 mm de chaque côté. Simplement, je suis autour de 1700 km3. Donc là, on a réduit la quantité de fibres qu'on a utilisée dans l'enduit. Typiquement, là, c'est sur des dosages en fibres qu'on avait utilisés qui étaient, si vous mettez un seau de terre pour à peu près 0,5 seaux de fibres. Et donc là, on va obtenir 51 kg mètre carré. On est un petit peu plus lourd en masse surfacique et on a un bénéfice en atténuation acoustique. On va gagner, on va arriver à 42 décibels. Donc, je vous donne souvent on dit qu'il faut fibrer au maximum les enduits pour des questions écologiques, utiliser le moins de sable possible. C'est tout à fait vrai. Et puis en plus, ça améliore le comportement mécanique des enduits en termes de résistance à la fissuration. L'inconvénient, c'est que le fait de mettre des fibres, ça allège un peu les enduits. Et du coup, on va perdre un petit peu en comportement en affaiblissement acoustique. Et si je prends un enduit pas fibré du tout, alors là, voilà, c'est un enduit qui va être assez pauvre mécaniquement, on va dire. On augmente encore un peu la masse. Vous voyez, on passe à 54 kg mètre carré. Et là, on va gratouiller un petit peu. Allez, donc globalement, ça ne change pas grand-chose. Et donc, on peut essayer de faire des compromis, c'est-à-dire se dire jusqu'à quand je dois fibrer si j'ai une cloison sur laquelle mon critère de dimensionnement, c'est la performance d'affaiblissement acoustique. Alors, ce graphique que je vous montre ici, cet abac, il est valable pour un terre-chanvre à 295 km3. Mais qu'est-ce qui se passe si j'ai envie de faire une cloison qui est plus lourde, parce que je vais apporter de l'inertie, ou à l'inverse, sur une cloison qui est un peu plus légère, parce que j'ai essayé de tirer un peu pour améliorer la performance thermique. Alors, en fait, on a des abacs pour différentes masses volumiques. On a ciblé des masses volumiques très basses, 143 km3. Donc, pour répondre à une question qui est dans le chat, c'est bien des masses volumiques complètes. Hein, ce n'est pas que le liant. Donc là, on est sur une cloison qui est ultra légère. Hein.
Quand on veut faire des cloisons support d'enduit, en général, on travaille à partir de 270-280 km3. En deçà, le mélange est pauvre mécaniquement, il peut être mis en œuvre, mais il ne va pas pouvoir lui-même soutenir l'enduit facilement. Et on a été jusqu'à 400 km3. On voit que, donc, je rappelle, hein, plus c'est rouge, moins la cloison est performante. Donc, vous voyez que dans ce cas-là, finalement, plus le terre-chanvre est léger, meilleure sera la performance. Hein. Mais on parle bien ici de la performance du complexe global, c'est-à-dire enduit-terre, terre-chanvre, enduit-terre. Alors, si on continue, donc je vous ai montré tout à l'heure différentes cloisons. Donc là, si je prends celle d'après, par exemple, la cloison simple, mais avec une plaque de fermacelle et un vide technique, on va obtenir des abacs de la même manière que ceux que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque abac, je pense que vous avez compris la mécanique sur comment les utiliser. Simplement, vous voyez que les couleurs ici tendent un peu plus vers le bleu. Tout à l'heure, on avait du rouge, là, on tend un peu plus vers le bleu. Ça veut dire qu'on a le sentiment quand même que ce mode constructif-là, il va nous amener un petit surplus de performance acoustique. En termes d'affaiblissement, j'entends encore. On peut passer. Alors, le domaine d'application de ces résultats, c'est-à-dire dans quel cas on va pouvoir les utiliser, ces abacs. Donc, c'est valable pour du terre-chanvre ou du chaud-chanvre de masse volumique comprise entre 143 et 400 km3. La mise en œuvre projetée ou banchée. En termes de structure, on peut utiliser une ossature bois de toute essence avec une règle, mais qui globalement permet de faire tout type d'ossature bois standard qu'on peut utiliser en cloison, ou ossature métallique. Le fond de projection peut être une canisse, une membrane ou une plaque. En termes de finition, on a considéré donc des enduits, soit enduit terre, enduit chaux aérienne, chaux hydraulique ou enduit plâtre, fibré ou non fibré, avec des épaisseurs courantes entre 5 et 40 mm d'épaisseur. Alors 40 mm, ça commence à faire des gros enduits. Hein, enfin, c'est-à-dire que ça amène des contraintes de séchage sur chantier et aussi de coûts en termes de prix au mètre carré. Mais voilà, c'est la plage qu'on a couverte en essayant d'aller chercher le minimum et le maximum envisageable. On a aussi considéré des finitions plaques, avec des plaques qui peuvent être soit, on va dire BA13, des plaques de plâtre standard, soit des plaques renforcées, type fermacelle ou gypsonium. Ce travail couvre aussi la possibilité d'employer des plaques de terre. La petite précaution, c'est qu'il faut que ces plaques soient montées de manière en assurant l'étanchéité à l'air, c'est-à-dire en traitant les bandes des plaques. Un petit warning, dans le rapport, avec les abacs, vous verrez qu'il y a des petits ajustements pour certaines configurations. Par exemple, je ne sais pas si vous choisissez un enduit chaud sur telle configuration, peut-être que vous pouvez dire l'abac et à la fin, il faut réduire de 1 décibel la valeur, parce que par simulation, on s'est rendu compte que c'était un tout petit peu moins bon que l'abac. Voilà. Je donne un exemple, j'aurais pu en prendre un autre. Vous verrez qu'en tout cas, sous les abacs, il y a quelques petites règles d'ajustement mineurs qui existent et je vous invite à aller les regarder pour voir si la configuration que vous cherchez en fait est sujette à une petite règle d'ajustement mineur. Mais donc ces abacs, c'est pour ça qu'on vous a dit au tout départ que en fait ce travail, c'est le fruit de plusieurs travaux de recherche. L'avantage de ça, c'est qu'en fait le travail de modélisation, il a été permis parce qu'on a eu cette compréhension à l'échelle matériaux, mais aussi ces mesures à l'échelle paroi qui permettent à la fin de traiter tout un nombre de cas de variabilité qu'on retrouve sur chantier. C'est la richesse de nos modes constructifs avec le terre-chanvre et les enduits, c'est qu'on peut changer le dosage, changer les enduits, changer la manière de le mettre en œuvre. Il y a énormément de variables. Et plutôt que d'avoir un seul PVDC sur une configuration donnée, là, on a essayé plutôt de se dire, en fait, on a toute une variabilité possible et justement, on doit pouvoir, sur chantier, jouer de cette richesse, en fait, tout en pouvant démontrer la performance acoustique qu'on obtient. Alors, on peut passer. Alors, je vous mets ici quelques résultats qu'on peut obtenir avec ces abacs, parce qu'on peut utiliser ces abacs, mais on peut, sur un chantier donné, pour optimiser sa cloison. Par contre, on peut aussi se dire, qu'est-ce que ça nous dit des résultats sur le terre-champ finalement? Est-ce qu'on peut avoir des règles de bonne conception, j'ai envie de dire? Alors, je vous donne des résultats pour une paroi de 100 mm de terre-chanvre à 295 kg/m3. Je vais comparer 3 situations différentes. À gauche, vous avez la cloison que je vous ai montré tout à l'heure, enduit-terre d'un côté, enduit-terre de l'autre, le cas low-tech total. Au milieu, une cloison simple avec enduit-terre d'un côté, la plaque de fermacelle de l'autre, mais avec un vide technique qui va nous permettre de passer les réseaux, etc. etc. Et puis le troisième cas, c'est la cloison double avec ossature dédoublée. Alors, j'ai considéré à chaque fois un enduit-terre très fibré ou un enduit-terre pas fibré pour voir quelle était l'influence de ce cas-là. Et puis, j'ai considéré 2 cas d'enduit, un enduit avec 30 mm cumulé. Donc 30 mm cumulé, ça veut dire 15 mm de chaque côté globalement. Ça veut dire des enduits en une passe. Et j'ai fait un deuxième cas en 50 mm. 50 mm, ça veut dire 2 passes. Donc, une passe d'enduit, on est sur un monocouche. C'est plus économique globalement. Par contre, c'est plus exigeant pour l'enduiseur. Et si on a des cloisons avec beaucoup de détails techniques, ce n'est pas toujours évident de gérer dans la même passe la gestion des détails techniques et l'esthétique de la finition.
Donc les enduits en 2 passes, c'est ce qui est esthétiquement le plus abouti. Par contre, voilà, ça pose des questions de séchage sur chantier et ça peut être aussi un peu plus onéreux. Alors, globalement, quelles conclusions on peut en tirer? La première chose, vous voyez que dès lors que j'augmente l'épaisseur des enduits, et ça c'est vrai pour toutes les configurations, hein, on vient gagner en performance acoustique. Donc, augmenter l'épaisseur, enfin la masse surfacique qu'on a de part et d'autre de notre système, c'est toujours une bonne idée d'un point de vue de l'affaiblissement acoustique. La conclusion 2, c'est qu'on voit que les enduits lourds sont plutôt préférables d'un point de vue acoustique. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est bien de fibrer les enduits. Par contre, il y a peut-être un compromis aussi à trouver si on souhaite avoir un bon affaiblissement acoustique sur une cloison. Voilà. Conclusion 3, on voit que si je passe du système enduit-terre, terre-chambre, enduit-terre et que je vais mettre une plaque d'un des côtés, on a un gain qui n'est pas négligeable. En fait, on voyait que sur la situation, admettons, enduit-terre pas fibré, avec un enduit très épais, on va dire à 50 dB, on passe à 69 dB de l'autre côté. On a un gain de 19 dB, c'est énorme, 19 dB. C'est-à-dire que cette optimisation, qui finalement induit une augmentation d'épaisseur assez faible, on a vu qu'on a perdu 2 à 3 cm en fait sur l'épaisseur, et qui a comme bénéfice derrière aussi de pouvoir passer les réseaux facilement derrière la plaque, elle a un vrai bénéfice d'un point de vue acoustique. C'est une optimisation qui est bienvenue si on souhaite optimiser l'affaiblissement acoustique. Ensuite, conclusion suivante, on voit que par contre le passage à l'ossature double a un bénéfice assez faible. Alors c'est toujours mieux, mais en fait là pour le coup on a un vrai surcoût en termes de place, d'emprise au sol de la cloison, mais aussi de coût de mise en œuvre de la paroi. Ensuite, conclusion suivante, quand on est sur cette cloison enduit terre de chaque côté, alors je dis enduit terre, mais ça, on a vu ça peut être deux types d'enduit, mais enduit de chaque côté avec du terre-chambre au milieu. Globalement, il vaut mieux faire un terre-chanvre le plus léger possible, avec la seule limite qu'il faut que le terre-chanvre soit suffisamment costaud pour soutenir les enduits si c'est lui qui les soutient, s'il n'y a pas une canisse ou quelque chose qui vient soutenir l'enduit. Par contre, dans l'autre cas, dans le cas de la cloison simple avec la cloison double, c'est plutôt l'inverse. Il faut plutôt chercher à aller faire des terre-chanvres les plus lourds possibles pour améliorer la performance. Mais encore une fois, c'est un des leviers, mais ce n'est pas le premier. Le premier, c'est vraiment travailler sur l'épaisseur des enduits, comme je montrais tout à l'heure. Enfin, l'épaisseur et la masse surfacique des parements. Conclusion 7, augmenter l'épaisseur du terre léger n'a pas un effet énorme. C'est-à-dire, si on fait une cloison de 100 mm ou on fait une cloison de 100 mm, bon, ça ne va pas avoir un effet très important sur l'affaiblissement. Alors, je vous donne des valeurs en dB, là, ici, en affaiblissement. La question, c'est oui, mais c'est bien ou c'est pas bien par rapport à du courant qu'on trouve plaque de plâtre, laine minérale, plaque de plâtre. Je vous montre ici quelques valeurs qui sont obtenues donc, de la documentation Isover Placo à gauche, avec la situation avec simple plaque à gauche, et puis juste à côté la situation à double plaque. On voit qu'on est entre 42 et 52 dB. Et j'ai mis aussi à droite la documentation Fermacell, avec simple plaque, double plaque, on est entre 43 et 55 dB. Vous voyez que la situation, donc si je reprends les valeurs qu'on a obtenues nous sur nos cloisons en terre, on voit que la situation enduit-terre, terre-chambre, enduit-terre, on est entre une quarantaine de dB à 50 dB, donc on est dans cet ordre de grandeur-là, de ce qu'on peut obtenir avec des plaques de plâtre. Et par contre, la situation avec la cloison au milieu, là, celle où on a une plaque de Fermacell libre de vibrer, on a quand même des performances supérieures. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'avec des cloisons en terre-chambre, on peut faire des trucs identiques, voire mieux que ce qu'on peut faire avec des plaques de plâtre. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est pas que la terre, c'est génial ou pas, c'est simplement que c'est une question de mode constructif, en fait. Il faut adapter le mode constructif en fonction de l'exigence qu'on a sur l'affaiblissement acoustique. Alors, quel compromis trouver? Alors, quand on construit une cloison, on vous a parlé depuis tout à l'heure d'acoustique. C'est un critère important, mais on a aussi d'autres paramètres qui vont se jouer sur une cloison. Je vais vous parler un petit peu de l'impact carbone de différents choix constructifs qu'on va pouvoir faire sur une cloison. Vous avez en abscisse ici en bas le réchauffement climatique en kilogrammes CO2 par mètre carré de cloison. Je vous ai tracé un premier système constructif. Alors, la nomenclature ALU, là, au tout départ, c'est la nature des montants de ossature. Donc là, on est sur des rails ALU standards pour faire de la cloison. Ensuite, plaque-plaque, ça veut dire plaque de plâtre de chaque côté. Et LM, c'est laine minérale. On a fait une cloison standard la plus basique possible, 74 mm. On passe à la configuration suivante. Donc, je change les montants. Sa première optimisation carbone, c'est je retire les montants métalliques et je mets des montants bois. Je garde le placo-placo de chaque côté et puis la laine minérale au milieu. On augmente un peu l'épaisseur. Vous voyez que c'est une des contraintes liées à la structure. On passe à la situation suivante.
À ce moment-là, je garde ma structure bois, je garde mes plaques de plâtre de chaque côté. Par contre, je remplace la laine minérale par du terre-chanvre. Vous voyez que là, on va gagner un petit peu de bilan carbone. Par contre, voilà, la cloison, vous voyez qu'elle est toujours un petit peu plus épaisse. Maintenant, je passe encore une étape supplémentaire. Je garde ma structure bois. Je fais plaque de plâtre d'un côté et enduit de l'autre. Donc là, c'est la cloison qu'on a testée au CSTB. Et à l'intérieur, on met du terre-chanvre. Vous voyez qu'on gagne encore en bilan carbone. Par contre, la conséquence, c'est qu'on augmente l'épaisseur de la cloison. Et maintenant, la dernière situation, c'est l'autre paroi qu'on avait fait, c'est ossature bois, enduit terre de chaque côté et terre-chanvre au milieu. Alors, ceci pour dire qu'en fait, on est en train de parler de choses assez différentes. C'est-à-dire que la cloison, la toute première cloison avec graille alu, plaque de plâtre et laine minérale, on est sur une cloison sèche, hein, donc on n'a pas de temps de séchage, par exemple, et on voit qu'on a une emprise au sol qui est assez limitée. Maintenant, si on commence à monter en écologie, on va dire, hein, c'est-à-dire qu'on typiquement la dernière cloison avec du bois et des enduits et du terre-chanvre, on a des questions de séchage sur chantier, et ça c'est une contrainte. On a aussi une cloison qui est un petit peu plus lourde. Ça, c'est un avantage, parfois, pour des questions d'inertie. Mais ça peut être un inconvénient sur des chantiers où on a des planchers qui sont un peu faibles. Donc, la terre, pour moi, c'est une manière très intéressante d'amener l'inertie dans les bâtiments et de réduire le bilan carbone. Par contre, ça a aussi des contraintes et du coup, ça a aussi à chaque chantier de trouver la bonne solution par rapport à ce qui est recherché. Catherine, je te laisse conclure. Voilà, donc on arrive en conclusion de ce webinaire. Donc, comme vous l'avez vu, donc, dans notre démarche, donc on est parti vraiment des mesures en laboratoire sur des parois en terre allégée. Ensuite, on a utilisé de la modélisation et une étude paramétrique pour essayer d'élargir au maximum les résultats qu'on avait obtenus en laboratoire. Et puis pour essayer de vous proposer des abacs pour vous aider à la conception de ce type de cloison en terre-chanvre, en terre allégée ou en terre chaude. Voilà, avec quelques limites d'application que vous retrouverez dans le rapport ou sur lesquelles on ne s'est pas étendu aujourd'hui, mais voilà, vous trouverez quand même quelques éléments. Évidemment, on n'a pas pu étendre l'étude sur plus de cloisons, hein, on aurait souhaité, mais voilà, avec le temps limité, le budget limité, voilà, on s'est cantonné au type de cloison qu'on vous a présenté aujourd'hui. Donc, tous les résultats de notre étude acoustique sur les parois de terre-chanvre seront publics. D'une part, sur le site HAL du CSTB, sur le site du CEREMA, mais aussi sur le site de Matello, et puis à un moment donné aussi, j'imagine, sur la bibliothèque de l'ADEME. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ces parois en terre-chanvre ou chaux-chanvre peuvent atteindre des performances acoustiques qui sont du même ordre de grandeur que des cloisons standards qu'on peut rencontrer aujourd'hui. Hein, voilà, donc après, il faut juste trouver les bons compromis en fonction de l'application vraiment qu'on va avoir de la cloison. Et voilà, donc dans les abacs qu'on vous a montré aujourd'hui, donc on a un code couleur qui permet d'avoir visuellement déjà un ordre de grandeur des performances. Vous trouverez dans le rapport des tableaux qui sont un peu plus précis avec des valeurs chiffrées, tabulées. Et puis pour d'autres qui voudront aller plus loin, des lois de performance qui sont détaillées pour chaque type de cloison. Voilà, donc en fonction du niveau de connaissance, vous aurez accès à différentes méthodes de détermination de la performance. On peut passer à la slide suivante. Voilà. Donc, en perspective, voilà, ce qu'on aimerait faire, c'est pouvoir peut-être refaire quelques essais sur des parois pour conforter quelques cas extrêmes qu'on a dans les abacs. Voilà. Mesurer aussi ce qui a été aussi questionné dans le chat. Hein. Là, on s'est vraiment intéressé à la paroi seule et à sa performance. On sait que quand on va la mettre dans le bâtiment, il y a d'autres enjeux qui vont se retrouver, notamment tout ce qui va être les jonctions entre les parois. Hein. Donc ça, c'est des choses qu'on n'a pas encore regardées. Mais ça peut être aussi l'intégration des menuiseries, comme il y avait une question dans le chat, voilà, pour être sûr qu'on n'a pas de pont phonique quand on va intégrer ces éléments. Donc tout ça sera, j'espère, traité un petit peu plus tard, peut-être dans un autre projet. Ensuite, on pourrait aussi approfondir la caractérisation des matériaux. Là, on a vu qu'on pouvait se satisfaire dans les cas qu'on a étudiés avec des modèles qui sont relativement simples. Après, quand on va utiliser d'autres peut-être végétaux
pour les fibres, peut-être qu'il faudrait aller plus loin dans la modélisation, notamment en termes de double porosité, etc. Donc ça, c'est un travail que j'espère qu'on pourra mener un peu plus tard. Voilà, et puis peut-être regarder d'autres agro-ressources, d'autres liants, etc., pour étendre un petit peu ces éléments-là. Ensuite, je voulais quand même vous mentionner d'autres projets qui sont en cours, et je n'irai pas dans le détail de ces projets. Donc, il y a le projet Lokabati qui, lui, s'intéresse plutôt au type de fibres qu'on va pouvoir utiliser dans les mélanges. On a le projet Caractère qui est aussi… ces deux projets sont financés par l'ADEME, Lokabati et puis Caractère. Donc, Caractère touche vraiment tout ce qui est construction en terre crue. Donc, si ça vous intéresse, je vous propose de joindre le projet national Terre, qui est partenaire de ce projet aussi. Et donc, vous aurez les résultats en temps réel et puis vous pourrez discuter un petit peu de toutes ces avancées. Donc, voilà, je vous propose de joindre ce PN Terre. Voilà. Si j'ai la parole, pardon, je peux Oui, allez-y. Non, c'est juste pour compléter qu'il y a d'autres projets que ceux que vous avez cités. Il y a un projet sur la bauge porteuse, il y a 2 gros projets en France 2030 issus de l'appel à projet SIC, bauge porteuse épisée. Il y a mur terre-feu. Enfin, on a un certain nombre de projets sur la terre crue assez conséquents en termes de montant et de travaux. Qui sont dans les tuyaux. Et voilà, il y a plus que cela. C'est ça que je voulais. Voilà. Voilà. Je me suis concentré sur ceux où on fait de l'acoustique dedans. Enfin, oui, pardon. C'était pour ça. Enfin, voilà, oui, pardon, excusez-moi. Voilà, qui sont avec d'autres enjeux que l'acoustique. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Oui, exactement. Mais du coup, si vous participez au plan national Terre, en fait, vous aurez une vision un peu de ces différents projets. Voilà. Et puis la dernière transparence, c'était un peu les photos, voilà, pour remercier tous les financeurs en fait de ces projets, donc notamment l'ADEME, la ville de Châtenay-Malabry, puis les différents partenaires du projet Lobby, la DRL Bretagne, la DHUP aussi, qui ont financé Matello notamment pour la mise en place de ces cloisons en laboratoire. Et puis les cofinanceurs, le CSTB, le CEREMA et Matello aussi. Voilà. Le fabricant Fermacell qui nous a donné toutes les plaques qui ont été utilisées dans le cadre des essais en laboratoire. Les artisans qui ont aidé Arthur sur les parois. Et puis évidemment toute l'équipe technique du CSTB. Et puis je vous remercie à vous tous aussi qui avez suivi ce webinaire. Et voilà, j'espère qu'on a pu répondre autant que possible à vos questions en direct. Et puis s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à nous envoyer des messages. On ne manquera pas d'y répondre. Merci à tous. Est-ce que vous avez d'autres petits points à rajouter ? Oui, Samuel Delmas, je veux bien indiquer 2-3 informations complémentaires qui répondent partiellement à des sujets qui ont été soulevés. Ce genre de projet, il faut savoir qu'il se fait aussi avec un partenaire qui est le Bureau de contrôle, qui est un partenaire assez important dans la mise en place d'un projet de ce type-là avec beaucoup d'innovation. Ici, sur Châtenay-Malabry, on a eu BTP Consultant qui était notre partenaire choisi par le maître d'ouvrage. C'est un point important pour accompagner ce genre de recherche et d'études, aussi d'avoir des validations de bureau de contrôle. J'en profite pour répondre à une des questions de l'intégration de menuiserie intérieure dans les cloisons terre. Effectivement, c'est un sujet bureau de contrôle. Aussi, en dehors du sujet acoustique, il y a aussi le sujet feu et autres. Et par exemple, sur le projet de Châtenay-Malabry, ça fait l'objet d'une validation à travers un avis de chantier pour l'intégration des portes simplement séparatives entre couloir et classe dans les cloisons terre. Voilà. La résolution technique, elle est finalement assez simple. Ça a été de mettre en œuvre une feuille de placo en périphérie de la réservation faite dans la cloison terre pour rentrer dans le cadre réglementaire de la pose des châssis bois, des portes intermédiaires. Enfin, je ne sais pas si dans la slide suivante, on a quelques photos pour ceux qui sont arrivés à l'heure ou un peu en retard, pour revoir à quoi ressemble l'aspect fini de tous ces très beaux murs terre. On en a peut-être à la suite du slide, je ne sais pas. Si c'est le cas, on peut les projeter. Et je voulais indiquer aussi du coup que les photos que vous avez pu voir du projet sont de Thibaut Voisin, qui est photographe, qui a photographié le bâtiment de Châtenay pour notre agence. En fait, j'avais une question, moi, suite à la dernière chose qui a été évoquée, c'est comment peut-on participer au plan national terre ?
Parce que pour être justement informé, est-ce qu'il faut s'inscrire sur une plateforme, sur un site? Comment ça Alors, se on passe? vous a mis le lien dans le chat. Voilà, si vous voulez vous inscrire, vous le voyez. Hop. Voilà, donc en fait, il faut devenir membre du projet national Terre et ensuite, voilà, vous pouvez participer aux réunions, suivre les différents projets qui sont associés au projet national Terre. D'accord. Et pour devenir membre, il suffit juste de s'inscrire simplement? Exactement. Ouais. D'accord, parfait. Il y a une petite contribution financière en fonction. Voilà. D'accord, parfait. Et- Très bien. Ouais, juste pour compléter sur les remerciements aussi, donc Samuel Delmas et Thibaut Vialton de Bâtisserf et la ville de Châtenay, en fait, c'est aussi grâce à vous qu'avez monté le projet ADEME, qu'on a pu avoir accès à l'ingénierie du CSTB et du CEREMA, et avec une super équipe très compétente en acoustique et qui a surtout beaucoup travaillé pour qu'on aboutisse à ça. C'est une énorme somme de travail. Et du coup, si vous n'avez pas monté ce projet ADEME, on n'aurait pas pu avoir accès à ça et on n'aurait pas pu obtenir tous ces résultats. Donc, pour dire qu'aussi c'est aussi grâce à vous qu'on a fait tout ce boulot. Voilà. Merci à toi, Arthur. Et enfin, pour redire quelque chose que j'ai dit en introduction, c'est qu'effectivement, en plus de tout ce travail-là sur l'acoustique, sera publié grâce à l'ADEME un ouvrage qui retranscrit les données aussi calculatoires et expérimentales des autres process qui ont été mis en œuvre dans ce projet de Châtenay-Malabry. Voilà. Donc ça, c'est une publication au printemps 2025. Catherine, est-ce qu'on a le temps de reprendre quelques questions ou est-ce qu'on est en... J'ai essayé de répondre un peu en continu au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'il y avait Moi, j'ai vu passer une question sur les argiles. Ouais, je te laisse répondre alors. Ouais, donc, alors, l'entreprise qui a fait la mise en œuvre sur ce chantier, c'est Acta, c'est Laurent Goudet. Les argiles qu'il a utilisées, c'était des argiles issues des carrières du Boulonnais, qui étaient stockées en région parisienne chez Plâtre Vieux-Jeu depuis plusieurs années. Voilà. Donc c'est des carrières, enfin c'est des argiles issues du lavage de sable en fait, hein, donc c'est des bouts de lavage. Voilà, après, les questions, c'était dans ce que tu as présenté aussi sur les GES, quand tu compares un peu le bilan carbone, là, on n'a pas exactement la même performance acoustique, donc voilà, Tout à fait. Voilà, on ne pouvait pas trouver exactement les mêmes choses, mais voilà, c'était à titre d'information. Enfin, voilà. Tout à fait. Voilà, des gens qui ont posé la question du prix aussi, voilà. Donc, le prix, en fait, tout à fait. Hein, c'est une question, hein, typiquement, l'idéal de mon point de vue, c'est d'essayer de pousser au maximum l'écologie, mais on a aussi parfois des questions d'arbitrage. En fait, il y a la question de prix, mais il y a aussi, je pense que la question du séchage, c'est un vrai sujet aujourd'hui en termes de gestion de chantier. Hein. Et donc, on peut essayer de trouver des compromis parfois, c'est-à-dire d'essayer d'amener des matériaux un peu lourds qui génèrent un séchage, mais pas d'en amener trop non plus pour pas que ces contraintes de séchage deviennent trop importantes. En tout cas, voilà, il faut bien mesurer le chantier sur lequel on peut arriver avec ces techniques-là. Il y a des chantiers où ça va être possible de pousser au maximum l'écologie, puis des chantiers qui sont hyper contraints sur lesquels ça va être un petit peu plus difficile. La question de prix, c'est assez dépendant finalement de la gestion des détails techniques. Le prix du terre-chanvre en lui-même, c'est-à-dire la terre et le chanvre, alors bon, ça dépend un peu de à quel prix on paye la terre, mais globalement, on est sur un coût... le coût matière, c'est 150 € le mètre cube, si vous voulez. Donc après, dites-moi quelle est l'épaisseur que vous voulez, puis je vous dirai c'est quoi le coût matière. En termes de coût mise en œuvre, on peut varier entre 400 à 1000 € le mètre cube en général. Je vous donne une fourchette assez large. Ça dépend vraiment de l'épaisseur. Par exemple, si vous faites un enduit en faible épaisseur, vous avez beaucoup plus de mètres carrés à faire et du coup, il y a beaucoup plus de détails techniques. Voilà. Donc c'est plus cher de faire un truc plus fin que de faire un truc plus large. Voilà. Globalement, on arrive à sortir aujourd'hui des cloisons ou des murs à des prix équivalents à ce qu'on peut faire en boîte de cellulose avec une plaque de parement en plâtre devant, quoi. Les enduits sont aussi une source de coût. Hein. Les enduits terre, c'est super hein, d'un point de vue écologique et même en termes de ressenti, mais c'est aussi une source de coût. Et donc, on peut aussi parfois se dire, en fait, on va faire des enduits terre sur la moitié du projet, et puis sur l'autre moitié, on va passer sur une solution plus économique, parce que sinon, ça passe pas du tout. C'est-à-dire, plutôt que de faire 100% génial ou 100% un peu moins génial, on peut trouver un compromis qui fait que sur ce chantier-là, on va essayer de pousser au maximum en fait l'écologie, mais au maximum de ce qui est possible, quoi. Je me permets, je trouve que ce que dit Arthur est très important pour tous ceux qui nous écoutent, parce que c'est vrai qu'on a tous envie dans chaque projet de pousser les curseurs le plus loin possible, mais il faut effectivement les pousser à la bonne limite de ce que nous permet le projet, le financement, les mises en œuvre, le planning.
Et la bonne gestion ici dans ce projet-là qu'on a pu avoir dans le planning aussi, ça a été de réaliser l'éclosion interchambre dans la bonne période saisonnière pour permettre un séchage au printemps de façon, on va dire, naturelle de ces cloisons à l'intérieur du bâtiment. Ça, c'est un paramètre aussi important de calage de planning qu'il faut avoir en tête. Et après, effectivement, toutes les pièces ne sont pas adaptées à recevoir un enduitaire, suivant les finitions de surface dont on a besoin, etc. Et donc, le fait d'en avoir, nous, on a eu le retour très positif des utilisateurs sur les enfants, des parents, des enseignants dans le bâtiment par rapport aux ambiances ressenties, qui sont un véritable bonheur d'entendre les retours des utilisateurs sur ce ressenti, sur ce vécu et sur ces ambiances très apaisantes que constituent toutes ces matières naturelles qui sont présentes dans le projet, que ce soit le bois ou la terre. C'est vraiment quelque chose de très qualitatif et de très performant psychologiquement pour l'usage des bâtiments. J'avais d'autres questions aussi dans le chat concernant la préfabrication. Ouais, je pensais, juste Catherine, il y avait une question là, sur les essais in situ, parce que juste je vois que Samuel avait la parole. Ouais. Les essais in situ acoustiques, alors il y a notamment eu un essai malgré eux, c'est ce que tu évoquais Samuel hier, c'est qu'ils ont dû remettre des alarmes incendie dans certaines parties. Enfin, je te laisse compléter Samuel. C'est un peu un essai in situ. Oui, c'est vrai, tout à fait. Tout à fait, effectivement, il s'est trouvé que dans le cadre du groupe scolaire, on a des alarmes incendie nécessaires pour alerter le public. Et on les a positionnés de façon classique, à savoir dans les parties de circulation de l'établissement. Et il s'est trouvé qu'une fois les cloisons montées et les portes fermées, on avait trop d'affaiblissement acoustique entre le couloir et la classe, ce qui a fait que les bureaux de contrôle et pompiers nous ont demandé de rajouter des alarmes sonores dans les classes elles-mêmes pour que les enfants entendent la sirène, alors que c'est des bruits quand même qui sont très très forts. Et là, on a une paroi très épaisse et très performante. Donc voilà, ça montre à quel point, effectivement, on arrive à quelque chose de très bon. Et effectivement, c'est une conclusion voilà, où on va au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et je rajouterais autre chose sur ces matériaux, que ce soit terre, bois et autres pierres, c'est qu'il y a quand même des études faites par l'OMS qui démontrent que la présence de matériaux naturels à l'intérieur des bâtiments génère une réduction du stress et une amélioration de la concentration de l'ordre de 20% pour les personnes qui vivent et qui travaillent dans ces bâtiments. Donc c'est un chiffre quand même énorme par rapport au confort d'usage de ces bâtiments. Donc, pour revenir sur la question de la préfa, alors moi je ne suis pas un spécialiste de ces questions-là, puisque moi, je suis plutôt sur les questions de mise en œuvre sur chantier. Par contre, il y a plusieurs préfabricateurs qui se posent des questions pour aller vers ces techniques-là. Il y en a plusieurs avec qui j'ai échangé. Je dirais qu'aujourd'hui, au niveau de la préfa, il y a des initiatives qui sont en place sur le chaud-chambre. Donc, il y a Wallup en région parisienne et il y a une entreprise entre Rennes et Nantes, je ne me souviens plus de son nom, mais qui le fait aussi. Puis je suppose qu'il y a peut-être d'autres entreprises qui peuvent le faire. C'est une possibilité pour essayer d'évacuer la question du séchage qu'on a sur chantier, de l'évacuer et de la traiter en amont. Ça a quand même pour moi une certaine limite, c'est que je trouve que la préfabrication avec des éléments lourds, ça me semble être plus contraignant qu'avec des éléments légers. Hein. Donc le terre-chanvre est un mélange plutôt comme le chaud-chanvre, hein, c'est des mélanges plutôt lourds. Et l'autre chose, c'est que ce sont des mélanges rigides, c'est-à-dire que une fois par rapport à un isolant souple, le terre-chanvre, en fait, on le met en place, il remplit tous les trous. Et ça, d'un point de vue performant, je pense que c'est très qualitatif parce que c'est vraiment un remplissage, en fait. Hein, il n'y a pas de trou sur nos cloisons. Et du coup, ça, c'est un vrai avantage qu'on a quand on est sur de la mise en œuvre sur chantier en place. Voilà. Par contre, cette histoire de préfa, voilà, je pense que c'est un vrai sujet aujourd'hui sur des questions de réduire les temps d'intervention sur site, etc. Voilà, je renvoie la balle. Finalement, je pense que là, il faut aller plus consulter les entreprises qui font de la préfa, leur poser la question, du coup, est-ce que ça ne vous dirait pas d'aller vers ces techniques-là? Peut-être encore une question pour Samuel concernant la mise à l'épreuve des enduitaires par les enfants. Oui, c'est une vraie question, effectivement. Je complète le propos sur la préfa d'Arthur. C'est effectivement un sujet de temps de séchage. Ce qu'on a pu voir aussi dans le projet en question, c'est qu'on a l'enduit de préparation qui est le plus épais, et après on a l'enduit de finition. C'est vrai que si jamais on passe dans des modèles préfa, l'enduit de préparation pourrait peut-être être fait sur la préfa. Par contre, les enduits de finition se font forcément in situ
pour l'aspect, l'esthétique, les fissurations et le sujet qui est ouvert là, le maintien et la fragilité des enduits. Nous, sur Châtenay-Malabry, on a pris l'option de ne pas mettre d'éléments complémentaires au simple enduit argile fibre qui a été mis en place. Donc, il n'y a pas de liant ou de choses spécifiques qui ont été ajoutées dedans. Finalement, on a mis en place par contre des petits process pour éloigner un peu les enfants des cloisons. Vous l'avez peut-être vu sur les photos qui ont défilé au début, avec notamment des bancs qui longent tous les murs en terre, des patères, des protections murales à travers des petites bandes en bois ponctuelles, ce qui permet de limiter les frottements, on va dire, avec les parois. Aujourd'hui, l'école a ouvert qu'en septembre, donc on a peu de retours à long terme de vieillissement de ces parois. Mais ce qu'on a pu en voir, puisqu'on va dans le bâtiment tous les mois, suivant un peu ce qui se passe, aujourd'hui, ça vit très bien. Il n'y a pas eu de dégradation liée aux enfants. Il y a eu plus de dégradation, par contre, ça c'est à signaler, en cours de chantier, par des ouvriers qui ne pensent pas que ce mur est vraiment fini à 100%. Ils disent qu'il y aura peut-être une peinture ou je ne sais. Et qui, voilà, ça nous est arrivé à l'école, longe tout un couloir avec un rail en alu et qui racle le mur sur toute la longueur. Donc ça, c'est un sujet peut-être de chantier de protection ou de mise à distance des parois pour expliquer aux entreprises de corps d'état secondaire de faire attention à ces enduits qui sont des enduits finis. Donc là, un petit rappel pour tous les architectes et OPC. Et après, dans le cadre des protections murales, ça, je pense, Arthur, tu es beaucoup plus sachant que moi là-dessus. Il y a plusieurs façons de pouvoir mettre on va dire une protection par-dessus l'enduit, que ce soit des types un peu hydrofuge ou protection. Alors, apparemment, il y a le blanc d'œuf, mais il y a aussi des choses plus industrielles aussi. Mais il y a beaucoup de variations. Mais ça, Arthur, je pense que toi, tu es plus à même de donner des hypothèses d'utilisation. Sur Châtenay, on ne l'a pas fait à ce stade. On envisage de le faire à la demande du maître d'ouvrage qui voudrait se prémunir d'un risque de dégradation. Mais aujourd'hui, cette dégradation n'est pas constatée. Ouais, il y a plusieurs solutions, effectivement. Il y a soit des traitements de surface, soit c'est de travailler avec des enduits plus durs. Et une solution intéressante, c'est le terre-plâtre. Alors, effectivement, c'est plus écologique que de faire que de la terre, mais si on part sur les enduits, on va dire, relativement fins, en fait, comme c'est fin, du coup, l'impact carbone est assez limité. Le plâtre, c'est une vraie bonne solution pour adjuventer de la terre et la rendre beaucoup plus dure. Après, on peut aussi travailler avec des adjuvants naturels, mais le top du top, c'est de travailler par disposition architecturale, c'est-à-dire de garder les enduits terre en terre, et puis par contre de travailler avec une cimaise en bois ou une plinthe en bois assez importante qui permet en fait de décaler la circulation des cloisons. Et il y a une vraie conception à avoir sur ces histoires d'enduit terre, c'est-à-dire effectivement d'essayer de... La terre, mécaniquement, c'est un matériau, on va dire, assez nul, on va être clair. Il a plein d'autres avantages, mais par contre, la mécanique, c'est pas son fort, on va dire. Et du coup, il faut le mettre au bon endroit, au bon moment, et travailler la conception architecturale en intégrant cette question de mettre des enduits terre. Alors, on peut se dire que c'est une contrainte. Moi, je trouve que c'est super intéressant parce que, en fait, effectivement, choisir un matériau, c'est aussi faire tout un nombre de choix techniques sur les modes constructifs. Et ça, pour moi, c'est le travail de l'architecte entouré de bureau d'études. Voilà, donc c'est tout à fait possible. Il y a cette question de la fixation qui a été évoquée un peu sur le chat aussi, comment on fixe dans les enduits, etc. Le terre-chanvre, c'est léger, parce que là, dans le cas, parce qu'on a essayé de faire des choses assez légères, on aurait pu faire des terre-chanvre un peu plus lourds. Malgré tout, pour la fixation, c'est pas idéal, donc on va aller rechercher des pièces de bois derrière, ou on va aller mettre des pièces de bois là où on sait qu'on va avoir des choses à fixer importantes. Voilà, tout ça, ça se conçoit en fait en phase d'étude, d'où la nécessité pour moi, de se former pour ceux qui souhaitent aller vers ces techniques-là, mais aussi d'envisager des opérations de petite ampleur. Donc là, Samuel Delmas, ils sont allés sur un truc un peu mouse, mais c'est super parce que ça fait vraiment avancer les choses aussi. Ça nous permet de financer un certain nombre d'essais, etc., qui en plus sont rendus publics, donc vont vous faire avancer globalement tous ceux qui se mettent à faire ces matériaux-là. Mais pour une entreprise qui voudrait se lancer là-dedans, que ce soit en architecture, en bureau d'études ou en boîte de maçonnerie, moi, je conseille plutôt d'aller sur un petit chantier pour justement régler tous les petits problèmes d'interface, d'interaction de corps d'état, de gestion avec l'électricien, etc., des fixations, etc. Et puis ensuite de monter en complexité sur ces techniques-là. Il faut dire qu'aujourd'hui, cette technique terre-chanvre est une technique non courante. Par contre, il est tout à fait possible d'avoir une décennale sur cette technique. Moi, c'est mon cas. C'est simplement un dialogue à avoir avec l'assureur. Si vous êtes une entreprise qui a de l'expérience, vous allez avoir une décennale assez facilement sur cette technique-là.
notamment parce qu'il y a eu des chantiers publics comme celui de Châtenay-Malabry qui a été fait, avec des bureaux de contrôle qui ont validé ces techniques-là. Et ça, si on le dit à son assureur, en fait, ça montre qu'on fait, c'est pas du bricolage dans un garage qu'on est en train de faire, c'est pas de la patouille. En fait, simplement, on prend les matériaux les plus écologiques possibles, mais on arrive à garantir des performances quand même sur les modes constructifs, et c'est ça qui est important. Alors, peut-être on peut montrer les photos que vous aviez tout à l'heure. C'est une slide, je ne sais pas, vers la slide 8 ou 10, où on voyait les couloirs, ou bien les petites... alors ça, c'est l'enduit dans les classes. Voilà, celle-ci, ouais. Où on voit les couloirs, justement, avec ces dispositifs dont parle Arthur, de mise à distance, en fait. Donc, les angles sont effectivement tenus avec des pièces de bois pour ne pas avoir d'angle terre friable et sur lequel il peut y avoir des impacts. Et ensuite, on a, alors c'est très approprié dans une école puisqu'on a pas mal de petits mobiliers à ajouter. Et le système de fixation qui s'est posé pour la création des patères ou la petite bande en bois pour afficher des petits dessins d'enfants ou autres, ça a fait l'objet, comme l'a dit Arthur, de mise en place d'ossatures secondaires préparatoires sous enduit au droit de ces zones de fixation prévues. Donc ça demande effectivement de l'anticipation assez amont pour travailler avec l'utilisateur pour voir ce qu'il y aura à mettre sur ces cloisons, mais c'est possible. Eh bien, écoutez, je vous remercie tous d'avoir participé à ce webinaire et je pense qu'on va clore là. On a dépassé légèrement le temps qui nous était imparti. Donc, je vous remercie à tous. Normalement, la présentation sera disponible. Hein, elle sera envoyée certainement à tous les participants. Les rapports aussi, on vous mettra tous les liens dans le mail qui vous sera fait après la fin du webinaire. Et puis, l'enregistrement sera aussi normalement disponible soit sur le site YouTube du CSTB. Enfin, voilà, donc ne vous en faites pas, vous pourrez retrouver tous les éléments rapidement sur ce projet. Et puis, bien sûr, si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à revenir vers nous. Vous avez eu les mails des différents interlocuteurs dans la conversation et puis vous les aurez aussi dans la présentation. Voilà, je vous remercie à tous et je vous souhaite une bonne fin de journée et puis de bonnes fêtes de fin d'année par la même occasion. Merci à tous et puis merci pour la participation à ce projet. C'est vraiment très intéressant et puis on continue avec d'autres projets sur cette thématique-là. Donc, merci. Merci. Merci à tous. Merci Au revoir. Merci à tous.